Ne vous fiez pas aux apparences, ce ne sont ni des cheminots, ni des étudiants qui défilent dans les rues de Montrouge. Montrouge en colère, on va pas se laisser faire. Montrouge en colère, on va pas se laisser faire. Ce sont de simples habitants, très remontés, contre les nouveaux tarifs de stationnement qui se sont envolés. Un automobiliste à Montrouge, c'est un billet sur pattes. Si c'est en zone rouge, ça va être 33 € les 2 heures. Même en zone verte, c'est hyper cher la journée. Donc nous, on a de la famille en province. Ils nous ont dit, vous avez des tarifs de fou pour venir passer le week-end. Contre la politique de stationnement à Montrouge. Tous ensemble. Cette colère ne touche pas que cette petite commune de banlieue parisienne. Car dans la France entière, les automobilistes ont subi un électrochoc en début d'année. Depuis le 1er janvier, les municipalités ont la maîtrise complète des politiques de stationnement. Beaucoup de tarifs ont augmenté. Mais ce qui a le plus crispé les conducteurs, c'est le montant de la sanction en cas de non-paiement. Alors que l'amende était de 17 € partout en France, elle est dorénavant de 35 € au centre de Bordeaux, 40 à Mulhouse, 50 à Paris et même 60 € à Lyon, record de France. Un peu partout, les esprits s'échauffent, comme à Bordeaux. C'est la 8e cérémonie de vœux à laquelle je participe. Dernière, c'est la dernière. Des opposants au stationnement payant manifestent. Et la cérémonie de vœux du maire, Alain Juppé, tourne à la foire d'Empoigne. Tous les habitants, Cette nouvelle politique vise entre autres à réduire la place de la voiture en ville et donc la pollution. Mais la pilule a du mal à passer. Car au-delà des tarifs, les contrôles qui peuvent maintenant être délégués à des entreprises privées sont beaucoup plus efficaces. À grand renfort de nouvelles technologies, caméras, centralisation des données et bataillons d'agents verbalisateurs. Une course en avant à l'origine d'un dérapage à Paris où des contrôles se faisaient en toute illégalité. On tape des plaques juste pour rentrer dans notre quota. Et ça, c'est tout à fait illégal. J'ai décidé de les dénoncer. Alors quels sont les dessous de cette nouvelle guerre des centres-villes? Pour certains automobilistes, depuis le 1er janvier, payer son stationnement est devenu une obsession. Comme pour Philippe Pilorget, plombier parisien. Là, on part sur une révision de chaudière. Avant chaque intervention, il passe à la caisse. Car partout dans la capitale, le stationnement est payant. Alors dès qu'il se gare, il décroche son téléphone. C'est un numéro de téléphone qui est largement dans les favoris, celui-ci. Il appelle le siège de son entreprise. Oui, Catherine, bon, je suis stationné là, donc je vais avoir besoin de la petite heure de stationnement payant. Comme d'habitude, voilà. À l'autre bout du fil, Catherine G, la secrétaire. Elle paye à distance le stationnement des 10 plombiers de la société. À chaque fois, par tranche d'1 heure à 2,40 € et jusqu'à 4 € dans le centre de Paris. Bonjour dame, j'ai le temps. Et même lorsqu'il est chez ses clients, Philippe, sous pression, garde une pensée pour le rodateur. Oui, Catherine, j'en suis où au niveau du stationnement? Qu'est-ce qu'il me reste? Parce que là, je suis à Égésip Moreau, j'en ai pas pour bien longtemps. Savoir si on est bon ou pas. C'est bon? Ok. Merci. En plus du stress des interventions, j'ai le stress du stationnement, quoi. Voilà, on en rajoute. En moyenne, chaque jour, il paye à 8 reprises. Et pour son employeur, la facture commence à être salée. C'est même devenu un sérieux problème pour Caroline Hummel, la patronne. De toute façon, il faut qu'on budgète tout l'ensemble des travaux et qu'on étale ça dans le temps hein, au niveau de la trésorerie. Caroline doit payer pour les voitures de Philippe et de ses autres collègues. 10 plombiers au total. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Pour 10 salariés, on a droit donc, à 3 cartes professionnelles. C'est la règle à Paris. Pour une petite entreprise comme la sienne, seuls 3 de ces véhicules peuvent bénéficier du tarif professionnel, 80% moins cher. Pour les autres véhicules, qui sont considérés à Paris comme des véhicules de touristes, hein, puisque je paye comme un touriste, donc au jour d'aujourd'hui, en fin de compte, c'est 19,20 € par jour. Je multiplie cette somme par 21 jours. Entre les tarifs réduits et les tarifs pleins, elle prévoit pour cette année une addition impressionnante. 31
96,21 €. C'est beaucoup d'argent, ça? C'est plus que mon résultat annuel. Voilà. C'est plus que le résultat que je fais. Donc je suis obligée, j'ai pas le choix, je suis obligée de passer ça à mes clients. Des clients qui ont dû découvrir, un peu ébahis, ces devis, où apparaît en dessous du coût du nettoyage du siphon ou de celui du mitigeur évier, le forfait stationnement pour 3 € de l'heure. On a rajouté une ligne, donc on a marqué forfait stationnement, FPS. On a carrément marqué égale taxe Hidalgo, parce que pour moi c'est une taxe. Elle est révoltée contre ces tarifs. Pourtant à Paris, ils n'ont pas bougé au 1er janvier. La nouveauté, c'est l'efficacité des contrôles. Juste le blabla. Avant, c'était payant aussi. Oui, c'était payant, sauf qu'effectivement, on avait des souplesses par rapport à la verbalisation, mais aussi par rapport aux officiers ministériaux qui, en fin de compte, nous verbalisaient très rarement. Donc, ce qui a changé, c'est que maintenant, il n'y a plus de tolérance, c'est ça? C'est zéro tolérance, ce sont des passages hyper fréquents. Comme elle, jusqu'à l'année dernière, la plupart d'entre nous ne payaient pas leur stationnement. 7 Français sur 10 s'en dispensaient. Et même 9 Parisiens sur 10. Un comportement un peu léger qui ne pardonne plus depuis qu'une redoutable machine s'est mise en route. Dans de nombreuses villes de France, comme à Paris, le contrôle est maintenant délégué à des entreprises privées. Dans ce camion, des employés de Mouvia s'apprêtent à démarrer leur journée. Aujourd'hui, je vous ai attribué la zone 50. C'est juste à côté. Comme vous pouvez voir sur le puzzle, c'est ici. Oui. Okay. Bon, vous pouvez mieux vous orienter avec ceci, donc je vous la remets. D'accord. Vous partez en équipe à 2. Parfait, merci. Oran, qui était au chômage, et Amine, ancien employé dans un commerce, ont été recrutés en CDI il y a quelques mois. Ils gagnent un peu plus que le SMIC, en moyenne 1 300 € net par mois. D'accord, tout à l'heure. Merci. Tout à l'heure. On se trouve là. Oui. Je propose de partir comme ça et de longer la rue Yves Toudic. D'accord. Ensuite, on pourrait peut-être tourner rue de Marseille. Pas de souci. D'accord, je te suis. En temps pour moi. Les voilà partis pour 7 heures de contrôle. Alors, quelles sont leurs armes pour être plus efficaces que les anciennes pervenches qu'ils ont remplacées? Ils s'appuient sur ces eurodateurs, nouvelle génération. Pour payer votre stationnement, vous devez maintenant indiquer votre plaque d'immatriculation. Toutes les informations sont centralisées et nos agents peuvent y accéder avec leur ordinateur de poche. Ils peuvent donc vérifier si vous avez mis de l'argent ou pas. Il a payé, c'est marqué, c'est en vert. En revanche, cette autre voiture n'est pas en règle. Ouais, par exemple, cette voiture, elle n'a pas payé son stationnement. Il a 0 ticket. Donc là, j'appuie sur émission d'un FPS. FPS, le nouveau nom des amendes. Cela signifie forfait post-stationnement. Ça va lui coûter de 50 € et en réduit, il paiera 35 €. 35 € si on paye dans les 4 jours. Amine prend aussi des photos du véhicule en cas de contestation. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites des photos? Comme ça, on a une preuve. Avec leurs petits ordinateurs, ils vont beaucoup plus vite que les anciens agents qui devaient verbaliser à la main. Résultat, en 2 heures, Amine a distribué sous nos yeux 30 amendes. Alors ont-ils des objectifs à remplir pour sanctionner toujours plus de véhicules? Pendant que les agents sont sur le terrain, dans leur camion, leurs chefs peuvent les suivre à la trace, comme nous le montre le responsable des opérations de Mouvia, Rémi Arouet. Là, vous avez l'activité de l'ensemble des agents qui sont actuellement sous le terrain. En temps réel, là, c'est ça? En temps réel. C'est-à-dire, chaque fois que vous voyez un ticket vert, ce qui est marqué ticket vert, c'est un agent qui contrôle une voiture. Ticket rouge, il met un FPS. Sous leurs yeux, les FPS, les amendes, apparaissent en rouge quasiment chaque seconde. Mais les agents n'auraient pas de quota individuel à remplir. On ne peut pas imposer à quelqu'un de dire vous devez revenir avec un certain nombre de contrôles. Bon, encore moins le FPS. On va regarder qu'il a une bonne moyenne de travail, c'est-à-dire qu'il est constant, il travaille, mais le nombre de contrôles qu'il va faire, c'est très aléatoire. Mais d'après leur contrat, qui les lie avec la mairie de Paris, Mouvia est tenu de réaliser au moins 23 000 contrôles quotidiens sur le secteur qui leur est attribué, soit une place sur 2 contrôlée chaque jour. En moyenne, Oran, Amine et leurs collègues réalisent chacun au quotidien plus de 350 contrôles. Et pour être encore plus efficaces, ils pourront bientôt compter sur ce véhicule de choc. Quand cette voiture apparaît, avec ses drôles de machines sur le toit, elle déclenche très vite
des réactions de panique dans la rue. S'il vous plaît, pas d'amende. S'il vous plaît. Pas d'amende, c'est pas bien de mettre des amendes comme ça là. Ça n'étonne plus le conducteur du véhicule. Ça m'arrive à peu près 5-6 fois par jour. Ouais, c'est assez comique, hein. J'en vois souvent qui se mettent à courir dès qu'ils me voient arriver. Ça ne met pas d'amende, c'est juste du contrôle. Ah bon, non, parce que j'étais en train de me garer. Non. En fait, grâce aux 4 caméras installées sur le toit de la voiture, il scanne en avançant à 25 km/h toutes les plaques des autos en stationnement. Sur l'ordinateur de bord, elles défilent à la vitesse grand V. Il y a des quartiers où il y a beaucoup plus de voitures que d'autres, mais en moyenne, je tourne à 1700-1800 contrôles heure. Pour l'instant, ce véhicule expérimental ne participe pas au contrôle. Mais toutes les données qu'il collecte arrivent dans cet immeuble. Et pour Christophe Lomé, le responsable du projet, elles sont précieuses. Il voit en temps réel, représentés par ces points rouges, les centaines de véhicules qui stationnent sans payer. Et bientôt, le but de tout ça sera de guider les agents vers leur cible. Les agents vont suivre les points rouges qui vont être ici. Donc l'agent va recevoir le numéro d'immatriculation. Quand il reçoit cette information, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de ticket. Donc il va aller à cet endroit-là et il va essayer de reconnaître la voiture en question pour pouvoir apposer un FPS. La machine à verbaliser sera ainsi plus efficace, au risque de faire monter encore la tension avec les automobilistes. On pourrait traverser et puis continuer là. Ouais. Ou sinon, on peut continuer et prendre la Grange aux Belles. Une tension à laquelle doivent faire face tous les jours Amine et Oran pendant leur tournée. Alors que nous les avons suivis seulement 2 heures, ils ont régulièrement essuyé la colère des mauvais payeurs. Ils n'arrêtent pas de foutre des contraventions à tir d'arigot. Mais vous avez correct. Vous aviez payé ou pas? Non, mais je ne l'ai pas payé. Mais oui, sur le pare-brise. 2 contraventions, non, 2 contraventions dans la journée, vous n'avez pas le droit. C'est 2 par jour, monsieur, si vous payez pas. Au bout de 6 heures, monsieur, c'est plus valable. Non, regarde notre société, c'est Mouvia. Regardez l'autre société, monsieur. Bonne journée, merci, monsieur. bonne journée, monsieur. Ils ont pris de l'habitude de ne pas payer et qui aujourd'hui se rendent compte qu'il faut payer les stationnements. Et ça, ils ne sont pas d'accord là-dessus, malheureusement. Le monsieur, il a bien dit qu'il n'avait pas payé son stationnement. Mais il ne paye pas son stationnement, mais il ne va quand même pas prendre des FPS. Ah oui, nous, on ne peut rien. Des altercations qui peuvent dégénérer, selon des témoignages recueillis par la presse. Des collègues se sont fait arracher leur casquette. D'autres se sont pris des coups de poing. Il a reçu un coup de tête. 2 agents ont même porté plainte. Alors, pour éviter au maximum d'en arriver là, au siège de Mouvia, on apprend à neutraliser l'agressivité des automobilistes. À s'installer dans cette salle. Aujourd'hui, ce sont ces 8 salariés qui vont être formés. La plupart d'entre eux ont déjà essuyé des injures. Votre métier, il est pourri. Enfin, voilà, c'est automatiquement ces mots-là qui reviennent. Vous n'avez pas honte de faire ça. On est des honnêtes citoyens. Vous faites quoi? On est des honnêtes citoyens, on fait respecter l'ordre aussi. Et puis derrière, t'as pas fait assez d'études. Hein. Voilà, pourquoi tu te retrouves ici? Pour les aider à désamorcer cette violence, Sophie Desrues, spécialiste de la gestion des conflits, va jouer l'automobiliste grossière et de mauvaise foi. Notre petite caméra, on pourra le Ça, c'est mon véhicule. Un gros 4x4, je sais pas. Moi, je suis l'automobiliste. D'accord. OK? Vous êtes en train de lire ma plaque. J'avais payé jusqu'à midi. Et j'arrive là-dessus. D'accord? Le jeu de rôle peut commencer. Oui, je te laisse là. Oui. Stop, t'arrêtes tout de suite. Non, c'est pas toi que je parle. T'arrêtes tout de suite là. C'est ma voiture? Non. Moi, j'ai payé, c'est bon. Vous avez 2 heures de dépassement. Tu regardes, tu mets tes lunettes, tu changes de lunettes si tu veux, tu regardes ton truc, j'ai payé jusqu'à 14h. Okay. Donc tu me remets rien du tout. C'est trop tard, c'est parti. Voilà. Sophie va maintenant leur donner ses techniques pour calmer le jeu. Bon, vous n'êtes pas très... Si moi, je passe tout de suite dans l'agressivité, va y avoir ce phénomène de ricochet, et là, le conflit, il monte et il amplifie. Essayez, si possible, de passer un tout petit peu par l'écoute quand même, parce que pendant ce temps-là, la personne, elle dit ce qu'elle a sur le cœur, elle sera plus disponible après, c'est un premier point. Dans un deuxième temps, essayez de repartir sur le « Bonjour madame ». Madame, votre véhicule est en dépassement de... Citez les faits.
Précisément, votre véhicule est en dépassement de 1h45 du point de vue du stationnement. Le forfait est imprimé. Je regrette, je ne peux plus rien faire pour vous. Si vous le souhaitez vraiment, faites une réclamation. Vous verrez bien ce que les personnes vont vous dire. Une fois qu'elle est imprimée, les agents n'ont en effet pas la possibilité d'annuler l'amende. De retour sur le terrain, cette petite leçon de diplomatie ne sera pas un luxe, car la colère est aussi entretenue par des erreurs. Comme des amendes totalement injustifiées qui peuvent tomber par dizaines. Depuis plus d'1 an, Nadir doit s'aider d'une canne pour marcher. Cet ancien parachutiste dans l'armée a le dos très abîmé, à tel point que c'est devenu un handicap. J'ai du mal à marcher et puis effectivement la station debout pour moi est difficile. Donc dès que je commence à marcher plus de 10 minutes, c'est mort, quoi. Il faut que je m'assoie ou il faut que je me repose un peu. Ce grave problème de santé lui donne droit à une carte pour le stationnement. Donc j'ai signalisé le véhicule par un autocollant handicapé et j'ai donc ma carte qui est apposée. Cette carte, intitulée Mobilité Inclusion, lui donne accès aux places handicapées. Il peut aussi occuper gratuitement un emplacement payant. C'est effectivement pour ne pas aller, entre guillemets, galérer à aller chercher un eurodateur qui fonctionne ou à se déplacer loin. Quand on dit mobilité inclusion, c'est qu'on a du mal à se déplacer ou à tenir debout. Donc là, effectivement, cette carte est une facilité et non pas un super avantage de ne pas payer de stationnement. Malgré le logo et la carte bien en évidence, il a reçu depuis la mise en place du nouveau système une avalanche d'amendes. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai eu des agents en face de moi qui m'ont dit on n'a pas de consigne, on n'est pas formé sur cette carte-là, ou alors on ne veut rien savoir. Commence alors pour lui une longue galère administrative. S'il se rend régulièrement dans la capitale, Nadir vit en banlieue à Trappes. Et alors qu'il est au chômage, cette série d'amendes injustifiées a été un coup dur. Elles se sont accumulées à un rythme effréné, en à peine 2 mois. Tous les PV sont là. 18, 19, 20, 22, 23... Il y en a comme ça 52 pour un montant supérieur à 2000 €. 26, 25. Dans la même journée, vous arrivez à avoir 3-4 PV du même service. Faut regarder un petit peu sur le pare-brise quand même. Il y a une carte quand même. C'est pas une carte de représentant de commerce, quoi. Je veux dire, faut être réaliste, quoi. Donc ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. 3. Évidemment, il a refusé de payer. Et comme les milliers d'automobilistes qui veulent contester ces nouvelles amendes, il a commencé une procédure en ligne plutôt décourageante. Tout d'abord, créer un compte. Et là, vous commencez l'aventure. Après avoir entré vos informations personnelles, vous arrivez au formulaire de contestation, où il faut indiquer le numéro à 26 chiffres du forfait post-stationnement. Il est lisible? Alors qu'il est lisible comme on peut. Vous devez ensuite joindre tous les justificatifs, l'amende, la carte grise et pour lui, la carte handicapée. Donc là, je vais scanner mon document en PDF, parce que sinon il n'accepte pas d'autres formats. On ne peut pas envoyer une photo, il faut que ce soit en PDF. Donc il faut avoir un scanner. Ah oui, sinon vous ne pouvez pas joindre le document. Ces démarches nécessitent un peu d'équipement et certaines compétences. Il y a quand même beaucoup d'informatique à faire pour un seul PV. Vous imaginez quand vous avez vu le nombre de dossiers que j'ai. Votre grand-mère ne sait pas le faire et puis beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que déjà tout ce système informatique, ce que c'est qu'un scanner, etc. et tout. Et si vous préférez envoyer un courrier, seul le recommandé avec accusé de réception est valable. Il vous en coûtera 5,20 € qui ne seront pas remboursés, même si vous obtenez gain de cause. Vous êtes obligé de payer en plus quelque chose que vous contestez. Au bout du compte, Nadir a réussi à se faire entendre. Tous ses FPS ont été annulés. Il faut dire que les réclamations semblables à la sienne se sont multipliées. Les sociétés privées, qui contrôlent le stationnement comme Movia, affirment avoir identifié le problème. Selon le directeur général, Xavier Heulin, les agents n'étaient pas assez formés. Nous ne le nions pas, il y a eu des ajustements liés à la mise en route effectivement de ces contrats. Je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre, en particulier pour les handicapés. Donc on forme continuellement nos contrôleurs à bien reconnaître les cartes qui peuvent être apposées sur les véhicules. Mais cela suffira-t-il à calmer les esprits? Car en plus de ces contrôles plus nombreux, de ces amendes plus chères, de ces erreurs, une grande société a dérapé. Il s'agit de Striteo. Elle aussi s'occupe des contrôles à Paris, ainsi que dans de nombreuses villes françaises. Il y a d'abord eu ces agents qui auraient été contrôlés positifs au cannabis,
cet autre qui aurait conduit sans permis. Et encore plus grave. C'était Autriche par rapport au contrat de la mairie de Paris. J'ai décidé de les dénoncer. Voilà Paris, voilà comment c'était vous tous les Parisiens. Bande d'escrocs. L'homme qui a publié cette vidéo dénonciatrice est un ancien employé de Striteo. Révolté par ce qu'il a vu, il a accepté de témoigner. Il avait été embauché à la fin de l'année dernière comme chef d'équipe. Il encadrait une vingtaine d'agents de contrôle. Des agents qui étaient censés patrouiller dans la rue et contrôler le stationnement avec leur petit ordinateur. Ce qui s'est passé, c'est que Striteo n'avait pas assez de moyens pour pouvoir le faire. Donc à partir du bureau, on a tapé des plaques qui sont sorties du système qu'on avait déjà scanné il y a 2-3 semaines. En fait, au lieu de contrôler réellement les véhicules, les agents devaient se contenter de reprendre des vieilles listes d'immatriculation. Allez, viens, des plaques encore, et encore, toujours des plaques. Voilà, vous pouvez voir, il y en a partout, toute la journée. On est là, on n'est pas dans la rue. On tape des plaques juste pour rentrer dans notre quota. Et ça, c'est tout à fait illégal. Aucune amende n'était envoyée. Les agents devaient trouver un prétexte pour ne pas verbaliser. Mais cela permettait à Striteo de remplir ses objectifs de contrôle fixés par la ville de Paris. Ça leur permet justement d'éviter les pénalités prévues au cas où ils n'atteignent pas ces résultats. Même s'il n'y a pas eu de préjudice pour les automobilistes, la mairie de Paris a porté plainte pour escroquerie. Mais le scandale Striteo ne s'arrête pas là. Pour pouvoir sanctionner, les agents doivent être assermentés devant un tribunal. Et Striteo s'est tout simplement affranchi de cette obligation. Et très vite, le nombre d'agents assermentés ne suffisait pas à faire le nombre de contrôles nécessaires. Donc à partir de là, on a demandé à ce que tous les agents présents mettent des FPS, même s'ils ne sont pas assermentés. J'avais une équipe d'une vingtaine d'agents. Il y en avait 6 ou 7 qui n'ont jamais été assermentés et pourtant qui se sont retrouvés à mettre des FPS. Une pratique totalement illégale, pourtant validée par son supérieur. Moi, je lui demande la confirmation. Est-ce que tu es sûr que les agents non assermentés font du contrôle de FPS? Et regardez sa réponse. Je vous confirme que les agents non assermentés font bien du contrôle de FPS sur le terrain. Selon lui, quand les salariés protestaient, ils faisaient face à un mur. On nous a répondu que c'était comme ça et que si on n'était pas content, on allait chercher du travail ailleurs. Il estime même que Striteo embauchait volontairement les personnes les plus malléables. Moi, j'ai participé au recrutement des agents et très clairement, lorsqu'on avait une hésitation entre différents agents, on nous disait de prendre telle personne parce qu'elle était plus en difficulté que l'autre personne, parce que justement, elle n'irait pas contre les ordres qui lui seront donnés sur le terrain. Ça, c'était une consigne qu'on vous a donnée. Une consigne de chez Striteo, oui. Pour avoir des gens plus dociles. Exactement. On prend des gens plus vulnérables. Exactement, voilà. Ils profitent de la vulnérabilité des gens. Pour obtenir des explications, nous avons plusieurs fois tenté de rencontrer les responsables de Striteo à Paris. Par email, par téléphone, et même en allant frapper à leur porte. Une partie de leurs bureaux sont installés ici, au sous-sol d'un parking public. Mais impossible d'avoir une conversation avec un responsable. Bon, c'est fini les histoires de faux PV et tout ça, mais on aimerait bien avoir quelqu'un qui s'exprime au nom de la société. Donnez-moi vos coordonnées, on transmettra l'information. On transmettra sans faute. Sans faute, vraiment sans faute. Nous n'avons jamais eu de réponse. Mais l'entreprise a fini par reconnaître auprès de la mairie des erreurs inexcusables. Elle assure que les pratiques frauduleuses ont cessé et que les 5000 FPS illégaux seront remboursés. Malgré cette mise en place parfois chaotique, la nouvelle politique de stationnement commence à produire ses effets. L'impact sur la pollution n'est pas encore mesuré, mais selon plusieurs mairies concernées, nous sommes de plus en plus nombreux à payer pour nous garer. Et il y a un petit avantage à tout cela. Comme le compteur tourne, les places se libèrent plus vite et il est donc plus facile d'en trouver une.
Et après la voiture, on s'intéresse à l'autre phénomène apparu récemment pour désengorger les villes et faire baisser la pollution. Il s'agit des vélos en libre service, des vélos le plus souvent de couleur, garés sur les trottoirs, un peu n'importe comment diront certains. De nombreux acteurs qui proposent ce type de service ont envahi nos villes. Signe particulier, on ne le sait pas forcément, ils sont pour la plupart chinois. Oui, chinois. Là-bas, ce sont des millions de vélos qui sont loués chaque jour. Cela fait partie du quotidien des populations. Et pourtant, ces vélos en libre service sont en train de devenir un véritable fléau. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, les vélos en libre service, est-ce une si bonne idée? C'est une enquête signée Angélique Forger et Farah Safiedine. Des vélos posés sur béquilles dans la rue qui se déverrouillent à l'aide d'une simple application. Ce drôle de concept, lancé il y a quelques mois, a rapidement attiré des milliers de Français comme Nicolas, 30 ans. Cet après-midi, il fait beau. Ce vendeur dans un magasin de peinture dégaine donc son smartphone pour rentrer chez lui. Il suffit qu'on active l'application, on géolocalise un vélo. Il y a un vélo qui est juste ici, nous avons un vélo ici, nous en avons un autre ici. Donc je pense que je vais me laisser tenter par le plus proche. Donc en 2-3 minutes, on y est et ça c'est ça. Simple et pas cher. 50 centimes la première demi-heure chez O-Bike, l'une des 5 nouvelles applications de vélo partagé sans station d'accueil, contrairement au Vélib ou Vélov. Mais dans la pratique, c'est une autre histoire. On a le déverrouillage qui se fait automatiquement. Donc c'est un scan. Hop, on le scanne. Connexion Bluetooth échouée, veuillez rapprocher. Donc en fait, il marche pas. Le concept est quand même sympa, mais il faudrait que ça marche, quoi. Ça commence mal. Un problème de Bluetooth semble empêcher Nicolas de déverrouiller ce vélo. Pas grave, l'application en signale un deuxième, à quelques dizaines de mètres. Mais une fois sur les lieux, Nicolas ne le trouve pas. Ça me dit qu'il est là. Où exactement? À l'endroit où on se trouve. Et il n'y est pas. Nouvelle déconvenue. Je trouve ça super agaçant parce que ça nous fait perdre du temps. Et en habitant à Paris, on n'a pas forcément le temps. Un premier vélo impossible à déverrouiller, un deuxième introuvable, et même un peu plus loin, un troisième vandalisé. Ça, c'est un vélo qui est cassé. Donc on ne peut pas utiliser encore. Donc c'est triste à dire, hein. C'est beaucoup de frustration parce que j'ai envie de rentrer tôt chez moi, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie que ça soit simple et on ne peut même pas profiter des vélos. Direction métro, c'est parti. Cette fois-ci, Nicolas a perdu 30 minutes à chercher un vélo. Il finit par rentrer chez lui en transport en commun. Une galère emblématique des ratés du vélo en libre service. La première entreprise à se lancer à Lille, Reims ou Lyon, Gobi Bike, a dû retirer en février ses milliers de bicyclettes, victimes d'actes de vandalisme et de vol. Un fiasco. Dans le même temps, Mobike, Ofo, O-Bike et d'autres applications ont démarré plus discrètement en France, avec l'ambition d'imposer leur modèle, à l'heure où la voiture coûte de plus en plus cher dans les centres-villes. Alors, quelles sont les multinationales qui se cachent derrière cette guerre du vélo partagé? Le concept est-il vraiment au point? Comment fonctionne-t-il à l'autre bout du monde, là où ces vélos sans bornes ont été inventés? Entre anarchie sur les trottoirs et cimetières de vélos, la solution écolo cache en fait un grand gaspillage. Alors bon plan ou fausse bonne idée? Après de longues négociations, l'un de ces géants du vélo partagé, Ofo, a bien voulu nous ouvrir les portes de son entrepôt en banlieue parisienne. À l'intérieur, des milliers de vélos jaunes flambant neufs, parfois stockés les uns sur les autres pour gagner de la place. À ce jour, 1000 bicyclettes ont été déployées. Les autres sont prêtes à envahir la France. Tu m'enlèves la béquille? Cet après-midi justement, 25 vélos vont être mis en place dans Paris par Joseph et Augustin chargés du déploiement. Ça rentre, hein?
Ça rentre, on sait que ça rentre. Bon, le but du jeu, c'est quand même que les vélos soient suffisamment proches pour qu'ils ne bougent pas pendant le transport, pour éviter de générer de la casse, et puis aussi pour remplir le camion autant que possible. Pour ne pas envahir d'un coup les trottoirs avec des milliers de vélos, et mieux se faire accepter de la population, l'entreprise a choisi de les installer au compte-gouttes. Premier stop en plein Paris, à la sortie d'une bouche de métro place de la Concorde. C'est mangé. Sans aucune autorisation de la mairie, simplement informés, 5 vélos sont rapidement déchargés et déposés sur ce trottoir. On est à proximité en fait, des sorties de métro. Donc c'est un endroit qu'on a repéré parce qu'il ne gêne pas la circulation ni des piétons ni des voitures. On commence bien par les fermer à chaque fois. Avant d'être lâchés dans les rues, les vélos sont verrouillés au niveau de la roue arrière pour empêcher les vols. Bon Une puce GPS cachée dans le cadre permettra de les suivre à la trace. L'idée c'est de faire du vélo le moyen de transport, enfin l'un des moyens de transport les plus efficaces à Paris. Pas simplement un petit gadget pour visiter la ville, mais vraiment un vrai moyen de transport de masse. Pour utiliser ces vélos, les clients doivent simplement télécharger l'application qui leur permet de payer. Les 20 premières minutes coûtent 50 centimes d'euros. Aucune caution n'est exigée. Je repère un vélo, je m'approche, je clique sur déverrouiller, hop, je scanne le QR code, ça reconnaît le vélo. Voilà, j'ai le petit bruit caractéristique qui signifie l'ouverture, le déverrouillage est réussi. J'enlève la béquille et je peux partir. Toute la soirée, l'équipe déploie ses vélos jaunes dans différents endroits de la capitale. Une opération appelée à se renouveler des dizaines de fois d'ici cet été. Carrefour veut s'imposer rapidement comme le leader de ce nouveau moyen de transport dans les villes, face à la voiture ou au transport en commun. Pour cela, la multinationale a recruté une équipe de 10 salariés. On a rajouté 300 vélos la semaine dernière et on a fait plus 1000 trips par jour, chaque jour. 1000 locations supplémentaires chaque jour. Les débuts sont prometteurs. L'entreprise compte bien conquérir l'Hexagone. Sur les mêmes cette semaine. Le vélo, c'est moins cher, plus écologique et plus efficace que les autres modes de transport urbain que je connais. Donc ça ne peut que marcher. Vous partez un peu à la conquête de Paris et de la France, quoi. Oui, absolument. Point de vigilance. Une ambition assumée qui prend racine à l'autre bout du monde. Car derrière les débuts du vélo partagé en France, se cachent en fait de véritables multinationales qui ont conquis la planète. Toi, allemand, tu y étais, Joseph, ou pas? Bienvenue à Shanghai. 24 millions d'habitants et 2 millions de vélos sans bornes. Ici, comme dans 200 villes chinoises, ils sont partout. Dans les rues, sur les trottoirs. Des jaunes, des verts, des rouges. Pas moins de 40 sociétés se partagent le marché, dont Ofo et Mobike, les deux géants. La voiture individuelle reste inaccessible pour de nombreux Chinois. Alors toute une partie de la population redécouvre les joies de la bicyclette, comme à l'époque communiste. Pas besoin d'acheter son propre vélo et on s'en sert quand on veut. En plus, c'est pas cher. Prendre le bus, ça veut dire être bloqué dans les bouchons. Et le métro, c'est trop encombré. Donc le vélo, c'est mieux. Quand je me déplace, je prends le métro ou le bus, mais comme les stations sont éloignées, il y a toujours un dernier bout de chemin à faire. Alors c'est super d'avoir ces vélos partagés. À Shanghai, même les expatriés français se sont convertis. Comme Thibaut, étudiant breton venu ici il y a 3 mois avec sa petite amie chinoise pour apprendre le mandarin à l'université. J'ai cours à 8h20, donc on va prendre le vélo et aller à Jiaotong Dashui pour mon cours de chinois. Contrairement à la France, pas besoin ici de courir après un vélo. Juste devant ma rue, donc il y a une rangée de vélos ici. Donc là, ici, on a des Ofo. Donc je vais plutôt prendre le Mobike, il est juste là, pour pouvoir me rendre à l'université. On est parti. C'est à peu près 1 kuai le trajet. Donc c'est l'équivalent de quelques centimes d'euros. Un prix très abordable.
encore moins élevé qu'en France et qui a fait le succès de ces vélos en Chine. Thibaut les utilise matin et soir, plus le week-end pour se promener, 5 à 10 km par jour. En général, les changements à Shanghai en métro peuvent être très très longs. Il faut marcher beaucoup entre 2 lignes de métro. Et j'aurais presque doublé mon temps de trajet en prenant le métro plutôt que le vélo. Comme 30 millions de Chinois, Thibaut a opté pour le leader du marché, Mobike, qui après 2 ans d'existence vaudrait déjà 3 milliards d'euros. La petite start-up a grandi très vite et conquis 13 pays en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Exceptionnellement, elle a accepté de nous ouvrir les portes de son siège mondial à Pékin. Parmi les 1000 employés, un Français, Florian, en charge du développement de la marque à l'international. J'ai une petite question pour toi. Plus l'entreprise grossit, plus le défi technique est compliqué. Gérer à distance une flotte de 8 millions de vélos répartis dans 200 villes. Donc cette vidéo représente l'utilisation des vélos à Singapour pendant une période de temps donnée. Et on voit sur la vidéo que chaque point lumineux va représenter un vélo. Donc cette vidéo, clairement, n'est pas en temps réel, mais on a les capacités d'avoir des outils qui vont représenter cette information en temps réel. Une mission remplie par 250 ingénieurs grâce au réseau 4G et à d'énormes serveurs. Il faut qu'en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y ait des gens qui soient capables d'utiliser ces données et d'aller intervenir sur tel et tel vélo si jamais il y a besoin, ou d'aller les redéplacer d'une zone à une autre. Des millions de vélos sans bornes, suivis à la trace par satellite. L'invention n'est pas signée Mobike. C'est un groupe d'étudiants chinois qui en a eu l'idée en 2014, car ils en avaient assez de se faire voler leurs vélos sur le campus. Ils créeront OFO. Quelques mois plus tard, une femme d'affaires chinoise s'empare de l'idée et lance, elle, Mobike. Sur ces 2 photos, nous avons la fondatrice principale, du coup, Hu Weiwei, qui est une dame chinoise de 35 ans, qui, elle, a travaillé dans le domaine automobile également. Et c'est elle qui a vraiment eu l'idée derrière Mobike. C'est elle qui s'est dit pourquoi pas donner des vélos à tout le monde, les rendre accessibles par tout le monde. L'autre défi pour l'entreprise, c'est de mettre en service des vélos qui résistent au vandalisme et qui sont adaptés à un nombre infini d'utilisateurs. Coût de fabrication, entre 75 et 250 € selon les modèles. Le système pour ajuster la selle du vélo est beaucoup plus pratique que le système traditionnel. Et ça paraît être quelque chose qui a une importance minime, mais au final, pour les utilisateurs, c'est très, très, très important. Ces roues sur ce vélo-là, ainsi que sur les 2 autres, sont des 24 pouces. Les utilisateurs en dehors de Chine, qui vont probablement avoir tendance à être un petit peu plus grands, vont avoir d'un vélo un petit peu plus grand également, une selle plus haute, et on va avoir des vélos à 26 pouces, avec des roues à 26 pouces. La puce GPS sera bientôt alimentée par un panneau solaire. La multinationale joue à fond la carte écolo, son principal argument de vente. C'est un des éléments fondamentaux derrière l'entreprise. Résoudre les problèmes que les zones urbaines vont pouvoir rencontrer, tels que la pollution et le trafic. L'impact environnemental, c'est un des éléments clés et ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Mais ce discours vertueux, totalement dans l'air du temps, cache en fait un immense gaspillage. Dans les rues, Thibaut, l'adepte des vélos partagés, le constate chaque jour. Comme on peut voir ici, il peut arriver que certains vélos soient disposés n'importe comment. Donc c'est un peu la faille du système et ça dégrade l'espace public. Étrange spectacle. Dans les rues, des vélos abîmés ou vandalisés s'entassent, encombrent les trottoirs, énervent les passants. Ça gêne le passage et ça dérange tout le monde. Les gens à pied ou à vélo peuvent à peine passer ici. Certains sont obligés de marcher sur la route, c'est dangereux. Ça gêne le passage, c'est pas bien géré. Vraiment, c'est pas bien géré. Ces amas de vélos ne sont en fait que la partie émergée de l'iceberg. En plein centre de Shanghai, nous allons découvrir sur ce terrain vague un immense cimetière de vélos au beau milieu des habitations. Il y en a ici des dizaines de milliers, grossièrement classés par couleur et attachés entre eux par de longs câbles. Qui les entasse ici? Nous posons la question au gardien d'un parking voisin, en caméra discrète. Qui a mis ces vélos ici?
Les gens de la mairie de Shanghai, en charge de l'urbanisme, les ont confisqués. Ces vélos étaient mal garés, abandonnés n'importe où. Ça mettait le bazar. Alors ils les ont mis ici. À elle seule, Shanghai compterait au moins 5 cimetières comme celui-ci. Et il y en a dans toute la Chine, à en croire les vidéos qui circulent sur Internet. Dans ces fourrières, les vélos sont jetés comme des ordures. Une situation qui met hors de lui cet habitant du quartier. Regardez comme il y en a. Ça déborde presque. Qu'est-ce qu'on va en faire? Si personne ne les récupère, ils seront gâchés. Regardez, il y en a combien? Des milliers. C'est mauvais pour l'image de la ville. Au début, ce service était une bonne chose, mais maintenant c'est une catastrophe. Ces vélos sont des déchets. Chose incroyable, une partie de ces vélos est en fait en parfait état de marche. Regardez celui-là. Il fonctionne encore. Écoutez, on entend même le bip. Regardez. Il fonctionne. On ne devrait pas le laisser traîner ici. Et pour nous le prouver, Lu Yua le déverrouille avec son smartphone et se met en selle. Le système fonctionne encore parfaitement. Vous voyez sur celui-là, tout est en bon état. La serrure, la chaîne, la roue, même les pneus. Alors pourquoi ces vélos ramassés par du personnel municipal n'ont-ils jamais été récupérés par les entreprises? Chez Mobike, ce grand gaspillage pas franchement en phase avec la communication écolo, mais mal à l'aise. Vous sentez-vous un peu responsable de ce gâchis-là aussi qu'il y a derrière? On est responsable évidemment de l'opération de tout le système. Dire que c'est du gâchis, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que justement dans ces cimetières, les vélos ne sont pas forcément bons pour la casse. Les vélos marchent. Problème, les entreprises seraient réticentes à les réclamer craignant des amendes importantes de la municipalité. En Chine, les cimetières de vélos ne font donc que s'étendre. Alors devant ce bazar, certaines villes ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Pékin et Canton ont interdit l'arrivée de nouveaux acteurs et Shanghai a décidé de réduire le nombre de vélos dans les rues à 1 million d'ici fin mai. Les géants du vélo partagé ont même été sommés d'embaucher des équipes pour mettre de l'ordre dans les rues, comme ici au Faux. Cet après-midi, on va aller dans le quartier de Tangchao. Premier objectif, plus de vélos mal rangés dans la ville. Ensuite, vous essayez de récupérer tous les vélos cassés. Hier, j'ai vu que comme il commençait à faire beau, il y en avait de plus en plus. C'est tout. Vous avez des questions? Fin de la réunion. Leur mission, éviter que les vélos ne soient confisqués par la municipalité dans les fameux cimetières à vélos. Range bien les vélos dans l'ordre là. Il faut les aligner pour qu'ils ne dépassent pas. Pour ne pas gêner les riverains, les vélos sont rangés. Et quand ils sont endommagés, ils sont embarqués pour être réparés. 30 à 40 par jour dans ce quartier. Où vont ces vélos après? Ils seront tous envoyés au centre de réparation et remis en service. Un moyen de réduire le gaspillage. Pour l'instant, les géants du vélo partagé ne sont pas rentables et perdent de l'argent à cause de lourds investissements et de ces dysfonctionnements. Alors pour faire des économies, ils tentent aussi de lutter contre le vandalisme et le vol de vélos. Salut! Salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Pour cela, ils peuvent compter sur le sens civique très développé de certains Chinois, scandalisés par les mauvais traitements infligés aux vélos sans bornes. Ces 3 habitants appartiennent à une communauté d'internautes qui s'échangent des vidéos sur les réseaux sociaux. Dans notre groupe de chasseurs, on partage toutes sortes d'informations. Parfois, on les envoie même aux entreprises de vélos partagés. Des vélos jetés à l'eau, renversés volontairement ou privatisés à l'aide d'un cadenas. Du vandalisme comme en France qui les choque.
Au tout début, quand les vélos partagés sont arrivés, beaucoup ont trouvé ça intéressant. Et pour les utiliser rapidement, ils n'ont même pas lu les conditions d'utilisation. Alors maintenant qu'il y a beaucoup de vélos, c'est devenu le bazar. Mais ici, ces habitants ont décidé de réagir. Là-bas, il y a beaucoup de vélos, au niveau de la porte Longchang. Oui, là-bas aussi, il y en a pas mal. Une fois par mois, ces chasseurs passent à l'action. Depuis les applications OFO ou Mobike, ils signalent les vélos vandalisés Alors, t'en as trouvé un? ou privatisés dans les cours des immeubles. Ce vélo, il est en infraction. Donc on va juste le mettre dans la rue, bien le ranger, et ce sera bon. Allez, j'y vais. Le dernier utilisateur de ce vélo a de la chance. Cette fois, Wu Yuan ne le dénoncera pas. Pour celui-ci, on ne va rien dire, car notre objectif, c'est d'abord que les utilisateurs puissent le voir. En général, on ne dénonce que ceux qui sont vraiment cachés. Quelques mètres plus loin, ils vont tomber sur des vélos bien cachés cette fois, dans la cour privée de cet immeuble. On entend le bruit d'un vélo qui bip. Allons voir. Regarde, il y en a plein. Mon Dieu. Des gens ont dû les regrouper ici. Ils sont verrouillés. Ces vélos sont garés au sein d'une résidence privée. C'est contre les règles, donc on va les dénoncer. On les appelle vélos partagés, ce n'est pas pour rien. Le but, c'est que tout le monde puisse les utiliser. Et pour les dénoncer, rien de plus simple. Les applications d'OFO et de Mobike ont tout prévu. Quand on voit un vélo mal garé et qu'on veut le dénoncer, il y a un onglet spécial, dénonciation, sur l'application. Je scanne d'abord le code barre. J'inscris aussi le numéro du vélo manuellement. Voilà. Le numéro est ici. Ensuite, je prends une photo du vélo, sur laquelle on voit bien le numéro et l'endroit où il est garé. Puis j'envoie la fiche et c'est bon. Le vélo est dénoncé sur l'application. Alerté, la marque pourra récupérer ces vélos privatisés. Les utilisateurs fautifs, eux, perdent des points. À terme, il peut même leur être interdit d'utiliser le service. Une réponse qui ne pèse pas lourd face au chaos provoqué aujourd'hui par ces vélos, un peu partout en Chine. Alors en France, pour éviter d'en arriver là, certaines villes comme Bordeaux prennent les devants. Quand il finit son trajet, Alric, 36 ans, fait bien attention à déposer son vélo partagé dans un espace réservé aux deux roues, comme celui-ci. Il y a des zones prédéfinies, et il faut les laisser à proximité, mais bon, il y a des zones à peu près partout, donc globalement, on peut le laisser, oui, où on veut. Des points de stationnement, la ville en compte en effet 2600. Le résultat d'un partenariat entre la société française Indigo, qui a investi 3 millions d'euros, et la mairie de Bordeaux. Objectif, empêcher le chaos comme à Shanghai. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Le client a posé son vélo au bon endroit. À chaque début et fin de location, on insiste, on dit garez-vous au bon endroit, faut éviter de gêner les piétons et les voitures. Et là, le message, c'est important, éviter une pénalité en vous garant à un parking à vélo référencé. Et si on est mal garé, au bout d'un moment, on recevra soit une pénalité ou alors on sera blacklisté du service. Après plusieurs manquements à la règle, l'application peut imposer une pénalité de 50 €. Résultat, 3 usagers sur 4 se garent correctement selon Indigo. À Bordeaux, l'entreprise a aussi installé un centre de réparation et recruté 5 techniciens. Une dizaine de vélos accidentés et vandalisés arrivent ici chaque jour, avec à chaque fois les mêmes problèmes. Quand le vélo est fermé, les clients montent dessus et les rayons, quand on appuie dessus, se cassent à cet endroit-là. Sur ces vélos, il y a les paniers, vous voyez, qui ont été arrachés. Donc, il n'y a plus de lumière, plus de panier. Je charge. À 280 € pièce, pas question pour l'entreprise française d'abandonner ses vélos sur la chaussée comme à Shanghai.
Elle en a déjà déployé 1200 à Bordeaux et 6000 dans toute la France, avec l'espoir d'être rentable d'ici l'année prochaine et de s'imposer face aux géants chinois. Voilà, des vélos chinois pour fluidifier nos villes. L'avenir est décidément aux piétons et c'est vrai qu'on respire. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2 bien sûr. Et d'ici là, comme à chaque fois, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.